Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Toute personne gérant un budget et voulant optimiser les dépenses doit réfléchir à négocier à un moment donné auprès de ses fournisseurs et prestataires. Et quand on parle négo, on va parler achat. Tout comme on ne devrait plus parler de marketing sans vivre marketing responsable, c'est de même avec les achats, on ne devrait penser que achat responsable. Mais quelle réglementation doit-on connaître? Quels sont les piliers clés d'un achat responsable? Quel point de vigilance pour un marketeur et communicant? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à l'invité qui était proposé par Thomas Parouti, l'épisode numéro 20, fondateur de l'agence de communication Mieux, qui m'a recommandé vivement cette interview depuis le temps. Ça y est, on y est. Bonjour Sabine. Bonjour Diane. Alors, on s'est rencontrés, il se trouve que, tu as été l'invité de Thomas, mais il se trouve qu'on se connaît déjà depuis longtemps, sans forcément s'être vu en vrai, puisque c'était une formation en distanciel au moment de l'époque Covid, autour du numérique responsable, animée par Bella Lotto, qui est l'experte sur le domaine. Et c'était une formation gérée par l'agence de Lucie. Donc très très bonne formation et puis à ce moment-là, on a gardé en contact mais de façon épisodique. Donc je suis ravie de te voir en vrai aujourd'hui et là on est en plus dans les locaux de l'agence Mieux sur la superbe péniche avec un beau ciel bleu à Boulogne, donc c'est génial. Top. Écoute, je suis ravie de t'avoir. Merci de me proposer de parler de ce métier que j'adore. Justement, pour parler de ce métier, peut-être avant de rentrer dans le concret des achats, peut-être que tu te présentes un peu toi, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait mener aux achats et aux achats responsables? Alors moi, je le dis souvent, je suis une vieille dame, entre guillemets, 53 ans, et je fais des achats depuis 1996. 1996, date de la sortie de l'école Kedge Business School, qui a un fameux master des achats et l'innovation, qui est encore un des masters les plus cotés. Donc je sors de cette école et j'ai commencé les achats dans l'industrie. J'adore l'industrie, j'adore les industriels. Je crois très fortement à la réindustrialisation de notre Europe. Voilà. Et j'ai créé ma société The A-Lab, nativement en société à mission, il y a 5 ans, parce que je considère que l'entreprise, elle doit être politique, comme dit Pascal Desmurger, que j'admire beaucoup ce qu'il a fait, et je cite son livre et un certain nombre de choses qu'il a dites sur mon site internet. Voilà. Et alors, en quoi consiste un peu la mission de The A-Lab? Est-ce que tu es toute seule? Quel type de client t'accompagne aujourd'hui? Alors, je ne suis plus toute seule puisque j'ai recruté un collaborateur, Franck Babillon, qui a d'abord été mon sous-traitant et puis je trouvais intéressant d'internaliser. Et puis en plus, beaucoup d'humilité parce que les achats responsables, c'est aussi vaste que la RSE et on peut pas être expert en tout, en fait. On a fait cette formation ensemble de numérique responsable et si j'ai besoin d'intervenir sur différents sujets, j'ai des experts auxquels je fais appel. Donc des experts en éco-conception, des experts en marketing, communication responsable, des experts en facilitation graphique. Et c'est des personnes avec qui je travaille. Comme on dit dans le métier du conseil, je monte sur les missions avec les experts qu'il faut en fonction des besoins du client, en fait. Voilà. Donc dans l'entreprise, on est 2, plus beaucoup de gens avec qui je travaille en temps partagé.
Il y a un truc nouveau là, à notre époque, c'est le temps partagé. Je sais que toi, Diane, tu fais aussi pas mal de temps partagé. Et donc moi, j'ai une personne qui me fait la gestion, la finance, la RH en temps partagé. Ouais. Voilà, j'ai aussi une jeune femme qui me fait de l'administratif en temps partagé. Donc en fait, je pense que je peux dire que je suis fière de faire travailler un collaborateur qui est salarié, faire travailler des gens en temps partagé, trois, en temps partagé, des experts hein, associés. Et je crois que c'est ça la nouvelle économie. C'est une économie où en fait les entreprises sont extrêmement agiles et n'ont pas nécessairement des salariés pour tout leur faire, mais on fait appel aux meilleurs experts dans leur domaine et les prennent à temps partagé. Ouais, ben ça, je suis complètement en phase avec toi, puisque, bah, comme tu le citais, effectivement, je fais du temps partagé depuis 5 ans, puisqu'on a créé notre structure en même temps, en 2019. Ouais. Alors moi, je suis pas société à mission, tu vois, je suis pas encore passée sur ce niveau-là, mais par contre, je fais partie d'un réseau Finaxim qui est un des leaders historiques sur le temps partagé, avec des DRH, des DAF, des directions achats aussi, des SI, et puis évidemment direction commerciale, Marketcom, donc un peu toutes ces fonctions clés, mais je suis complètement convaincue comme toi que les métiers de demain, ou en tout cas les experts, c'est pas forcément une masse salariale qui est voilà, sonnante et trébuchante, et qui parfois, quand on est dirigeant, est assez lourd à gérer, financièrement parlant, alors que faire appel à des experts qui sont pointus, qui sont obligés d'être au top de leurs connaissances et expertise, compétences, de se former par eux-mêmes pour Bien sûr. pouvoir trouver de nouveaux clients, et arborer cette expertise maîtrisée. Et en même temps, d'avoir une large palette. Enfin, quand on parle de market, toi, tu parles des achats avec certains sujets que tu as cités, mais quand on parle du market et de la com, on a besoin d'experts en digital, en graphisme, en Mmh, créa, bien sûr. et tu n'as pas toujours toutes ces compétences-là, toi. Donc, tu as besoin de faire appel ponctuellement. Potentiellement, et le temps partagé pour ça est assez idéal. Donc oui, on a la même philosophie du métier ou de l'entreprise de demain, ou de la façon dont on peut gérer l'entreprise demain. Ça rend l'entreprise plus efficiente, ça rend l'entreprise plus résiliente aussi. Oui, et plus dynamique, dans le sens avec Oui, peut-être un peu moins de lourdeur. c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comme tu le dis, on a la chance d'avoir les meilleurs experts et puis on les choisit. Et puis ce sont des experts prestataires. Et comme tout prestataire, s'il vous convient, vous continuez à travailler avec. S'il ne vous convient pas et ne souhaite pas évoluer dans le sens dans lequel vous lui demandez d'évoluer, ben, vous ne travaillez plus avec. C'est aussi plus facile de s'en séparer. Alors, tu es là aussi, et on va forcément parler de ton livre qui est tout récemment sorti, puisque là on enregistre, on est en janvier 2025, mais ton livre date de novembre 2024, donc c'est encore Ouais. tout récent et tout frais. Donc ça fait partie aussi de la promotion, et je vous invite à le découvrir et à l'acheter et le commander, puisqu'en fait il n'est imprimé que sur commande, et ça j'adhère à fond sur ce mode-là, évidemment. Mais donc on ne le trouvera pas dans toutes les librairies sur les devantures, donc il faut aller le chercher. Les achats responsables, guides illustrés. Alors une façon aussi très ludique d'aborder un sujet qui peut être assez complexe et rébarbatif, en se disant voilà, c'est encore un sujet où on va avoir des gros pavés, des chapitres entiers sans images. Moi qui adore les visuels, et ben là je suis servie à chaque page, il y a une belle illustration du texte qui est à côté. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? C'est venu comment? Quelles ont été les rencontres que tu as faites pour aboutir à une parution en novembre dernier? Alors déjà, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais une société à mission. Donc une société à mission, elle s'est donné une mission et dans la mission, un de mes objectifs statutaires, c'est qui est inscrit dans mes statuts, c'est de doter les hommes et les femmes que je rencontre d'outils qui permettent de rendre les achats responsables et la RSE opérationnelle. Et on a commencé par développer un premier outil en collaboration avec Edge, c'était sur l'année 2022-2023, qui est sorti et qui est un diplôme certifiant en achat responsable. Que tu peux te certifier, c'est disponible via le CPF. Et c'est une chose qui est
parfaite, mais qui n'est pas accessible à tout le monde, parce qu'il faut payer, c'est un certain coût, et puis ça demande un certain temps, et il y a une certaine, même si le online, il y a une pratique plus ou moins libre, bah, malheureusement, c'est quand même une promo, donc les gens doivent avancer quand même plus ou moins de concert. Et on a décidé sur cette année-là, 2024, de mettre autre chose à disposition des hommes et des femmes pour qu'ils se mettent aux achats responsables. Et on a réfléchi depuis longtemps, hein, moi j'ai cette idée de se dire que l'image fait passer de façon beaucoup plus facile des concepts un petit peu complexes ou des bonnes pratiques un peu innovantes. Et donc ça fait 3 ans hein, que j'ai ce livre en projet et j'ai rencontré cette facilitatrice graphique il y a 5 ans et je me suis dit, s'il y a quelque chose qui peut faire que les achats responsables prennent enfin, parce que je suis investie sur les achats responsables depuis 2009 quand même. Donc ça fait Ça date. 15 ans. Donc ça fait 15 ans que je vois et que je regrette que beaucoup d'acheteurs assimilent achat responsable et plus cher. Assimilent achat responsable et j'embête mon fournisseur pour qu'il fasse telle chose, qu'il remplisse le EcoVadis, qu'il se certifie, etc. Voilà, il y a plein d'idées préconçues sur ce que sont les achats responsables. Et donc, on a voulu, chez The A-Lab, déjà poser le cadre. Pourquoi on fait des achats responsables? On fait des achats responsables parce qu'il y a des enjeux. Et ces enjeux, il fallait qu'on puisse les expliquer de façon simple et claire. On a une page sur le climat avec un super dessin sur le climat. On a une page biodiversité avec un super dessin sur la biodiversité. Et on explique, on prend des rapports qui font autorité au niveau mondial. On prend quelques chiffres qui sont des chiffres qui sont, enfin, sur lesquels tous les scientifiques sont d'accord. Et comme ça, l'acheteur, quand il va être face à son auditoire, qui peut être la direction, les donneurs d'ordre internes, les fournisseurs, ou bien d'autres acheteurs, il va avoir des arguments, parce que ce dont on s'aperçoit, depuis 5 ans qu'on fait ce métier, c'est qu'on a toujours, et les statistiques le montrent, on a toujours des climato-sceptiques. Et donc, il faut arriver à donner des arguments aux acheteurs qui veulent s'engager dans les achats responsables pour qu'ils arrivent à faire venir embarquer tous ces climato-sceptiques qu'on a de droite et de gauche. Il y en a. On est pour l'instant à plutôt une minorité qui a conscience des enjeux, qui veut les prendre en compte, qui ne fait pas l'autruche, et une majorité qui soit conscience et fait l'autruche parce que c'est trop compliqué, et ça l'est, soit a pas conscience parce qu'ils sont dans une... ils ont des lectures, après les algorithmes forcent le trait, forcent le trait, encouragent, ils ont des lectures qui font que ben, on remet en cause les travaux de certains scientifiques et on dit qu'il n'y a pas de problème sur le climat, qu'il n'y a pas de problème sur la biodiversité, qu'il n'y a pas de... Voilà. Donc nous, on a voulu poser les enjeux, première chose, avec des chiffres précis, des rapports internationaux. Ensuite, on a voulu expliquer aux acheteurs, parce qu'une fois, il y a un acheteur dans une formation qui me dit mais j'ignorais qu'il y avait des réglementations qui sous-tendaient les achats responsables. Mais il y en a plein. Alors, à ta question, quelle réglementation? C'est impossible de répondre. Il y en a une qui va pousser tout le monde dans le même sens, qui est la fameuse Corporate CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, où en fait les entreprises, dans un délai, à mon avis, assez important, pas assez pour d'autres, y compris les PME cotées, vont être obligées de reporter sur leurs enjeux matériels extra-financiers. Donc ça va pousser tout le monde et ça va être la réglementation qu'il va falloir que les acheteurs connaissent. Et pour la connaître, il faut qu'ils aillent où, qu'ils se forment, qu'ils oui, alors, aient des lectures, comme tu disais, oui, un peu spécifiques. Est-ce oui, que oui. c'est à l'entreprise, la direction, d'imposer ça à l'ensemble des collaborateurs, puisque là, toi, tu parles des acheteurs, mais au final, dans n'importe quel département, tout le monde va être concerné à fournir des super indicateurs CSRD, parce que même si on n'a pas la taille requise pour là 2025, enfin, les audits en fin 2025 ou 2026 ou les années futures, à un moment donné, quand on est sous-traitant d'une grosse boîte, ça va nous retomber dessus forcément. Voilà, cette réglementation, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle met tout le monde à une taille égale, une taille d'entreprise égale en Europe, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que la personne qui est dans le même secteur,
qui a la même taille doit reporter plus ou moins les mêmes indicateurs, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir de la comparabilité entre les entreprises. Et ça, c'est une grande force. Et donc pour moi, c'est un outil supplémentaire de l'acheteur dans quelques années qui va pouvoir comparer deux entreprises entre elles sur la base des mêmes indicateurs, parce que c'est quand même un vrai challenge pour un acheteur de regarder le rapport RSE tel qu'il est fait actuellement, même ceux qui sont soumis à DPF, des directives de performance extra-financier, ou les autres qui font que des rapports d'engagement, donc qui ne sont pas soumis à une réglementation. C'est quand même compliqué de comparer, quand on lit les rapports, deux entreprises sur sa performance RSE. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre dans le même secteur, dans le même métier, de même taille? Les formats de reporting sont tellement différents que c'est un vrai casse-tête pour les acheteurs. Donc c'est un très bon outil. Alors, pour répondre à ta question que j'ai pas oubliée, c'est qui doit se former? Eh ben, c'est toute l'entreprise. Et tout l'enjeu, là, on le voit, là, les entreprises, moi j'étais avec une ETI la semaine dernière, elles ont fait ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité. Donc, elles savent quels sont les enjeux qui sont matériels, donc les risques et les opportunités, aussi bien financières que extra-financières, pour leurs entreprises. Donc, elles ont choisi leur point de reporting. Elles ont choisi ce sur quoi elles allaient informer les parties prenantes, donc les reporting extra-financiers, pour le reporting extra-financier. Mais derrière, c'est un travail qui est resté actuellement au niveau de la direction et direction RSE et les quelques personnes qui ont été interrogées en interne. Et le gros challenge pour cette directrice RSE fabuleuse, une entreprise qu'on accompagne nous en achat responsable, c'est que tout le monde comprenne. Parce qu'on va faire du reporting qui va concerner tout le monde. Donc, son grand enjeu sur maintenant qu'elle a fait sa double maternalité, sur 2025, c'est comment j'arrive à ce que les métiers, les achats, la qualité, c'est une entreprise de production, la direction RH, tous ces gens-là s'approprient ce sujet-là. Donc là, pour répondre à ta question, s'il y a une grosse réglementation qui va faire que tout le monde va évoluer, c'est la CSRD. Après... Parce qu'il y en a d'autres que tu as citées dans le livre et ayant accompagné plutôt des entreprises dans le monde du tertiaire, forcément, elle me parlait moins sur ces axes-là. Donc c'est pour ça que ma question, c'était plus, est-ce qu'il y en a incontournables ou majeurs que n'importe quelle entreprise doit forcément connaître et maîtriser? Après, si je te parle de mon métier d'acheteur, il y a une tendance qui est matérialisée par deux réglementations, une française depuis 2017, devoir de vigilance, mais qui ne concerne que les très grandes entreprises, et une plus récente européenne, la CS3D, qui concerne donc des entreprises un peu plus petites. Tout ça, on en parle dans le livre, qui montre une tendance, c'est qu'en fait... tendance demandée par le consommateur. Quand tu lis les études Greenflex, qui est une étude conso que tu connais, toi, Diane, en tant que responsable marketing, tu vois que la tendance du consommateur, là, je te parle d'un consommateur en B2C, mais derrière, l'entreprise est toujours B2B. Même si elle est B2B, elle est B2B2C. À un moment, il y a un consommateur final. Eh bien, les consommateurs veulent savoir quelle est l'origine de leur produit. Et donc, ils sont curieux de d'où ça vient. Et ils sont curieux pour l'entreprise quand elle va acheter quelque chose, même si elle n'est pas soumise à ces réglementations européennes ou françaises, de plus en plus, son consommateur va lui demander qu'elle fasse un reporting sur où elle achète. Ça, c'est l'axe que tu cites aussi, mais que j'ai déjà cité à plusieurs reprises, le fameux acronyme BISOU avec le O de origine. Oui. Quand on a des achats, est-ce qu'on en a réellement besoin? Et O qui est de l'origine. Et donc, voilà, c'est ça, le O de l'origine. Et ça, c'est une forme de transparence. Finalement, quand on parle de marketing ou de communication responsable, on a énormément d'axes de transparence vis-à-vis de ces parties prenantes. Mais quand on est au niveau des achats, c'est pareil. C'est ça. En fait, les achats responsables, c'est la déclinaison métier de la RSE. Un des piliers de la RSE, c'est la transparence. Et c'est aussi l'humilité. Et aussi dire que... Et c'est complexe pour les acheteurs. Dire à un moment, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas où c'est fabriqué. Je sais quel est celui qui me fournit, puisqu'il me fait une facture. Et je l'ai rencontré, j'ai peut-être négocié le prix avec lui ou pas négocié le prix, parce que les achats, il y a des tas de choses qui ne négocient pas.
quand tu vas acheter un bouquet de fleurs chez une fleuriste, quand tu as une direction achat, et que tu achètes un bouquet de fleurs chez une fleuriste pour fleurir ton accueil, tu vas pas négocier ton prix. Voilà. Bon, Tu vas négocier un volume tu vas potentiellement à peut-être l'année. éventuellement négocier un volume à l'année, tu t'appelles L'Oréal, etc. Mais bon, voilà. Et, euh, et l'origine, des fois, n'est pas connue. L'origine n'est pas connue. Alors, il y a des entreprises, et ça, c'est intéressant. Moi, quand j'ai formé une autre entreprise, ils avaient une partie de leur chiffre d'affaires qu'ils achetaient, puisque c'était des gens qui fabriquaient pour partie, mais qui distribuaient pour autre partie, et des choses qu'ils achetaient en Corée, produits électroniques. Et ces produits électroniques, ils n'avaient pas réussi à avoir la transparence nécessaire par rapport à leurs exigences qui s'étaient données de transparence pour savoir comment c'était fait, où c'était fait et quel impact ça avait sur le consommateur final. Est-ce que toutes les conditions de sécurité pour le consommateur final, c'est un des aspects de la RSE d'ailleurs. Est-ce que le consommateur, enfin dans une entreprise responsable, se préoccupe du consommateur final et de sa sécurité? Eh bien, l'entreprise a dit, bon, ben, je refuse d'acheter ça, et c'est supprimé 20% de son chiffre d'affaires. Ah oui, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Parce qu'il n'y avait aucune possibilité de creuser. Parce que, voilà, ils ont décidé que ou en ça tout cas, n'était pas le aligné. C'était aussi une D'accord. société à mission. Ils avaient une mission très claire, et ce produit n'était pas aligné avec la mission qu'ils avaient déclinée en différents objectifs statutaires et en différents objectifs opérationnels. Ça ne permettait pas de répondre à nos objectifs opérationnels de l'entreprise et d'être en alignement avec la mission, donc ils ont arrêté. Alors ils ont fait ça, et le fait qu'ils le fassent, qu'ils communiquent, on en connaît d'autres qui ont fait ça, je ne vais pas citer pour la 9e fois, Mustela avec les lingettes, etc., eh bien, fait que ils ont les consommateurs, pour revenir aux consommateurs, je te parle à toi de consommateur en tant que marketeuse, je ne sais pas si on dit ça. Oui, si, ça marche. Voilà, ça marche. Acheteuse, marketeuse. Et ils ont communiqué dessus, ils ont gagné tout ce qu'ils avaient perdu en chiffre d'affaires, ils l'ont regagné. Ils ont même dépassé, en fait. Donc, en fait, les choix... C'est ça où c'est pas évident de te dire quel risque je prends et en tant que dirigeant ou commercialement parlant, par rapport à une concurrence, par rapport à une offre qui existe à une concurrence, par rapport à un choix stratégique compliqué, mais qui peut être sur du long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à agir sur le court-termisme. Ouais. Ce qui est un des grands dégâts, si je peux utiliser ce Oui, terme-là, l'attention portée à la planète, parce que la planète, on a besoin de voir à long terme. Alors quand on fait du marketing ou de la com, on est plutôt sur l'anticipation, donc on a naturellement cette vision plutôt long-termiste que juste court-termiste. Mais après, quand on est commercial en terre à terre ou acheteur avec ces chiffres de l'année, souvent on est sur du court-termiste. Ouais. Donc c'est un risque à prendre qui est intéressant comme exemple. Nous, en société à mission et dans nos objectifs statutaires, on a une notion de limitation. On se limite et on redistribue. C'est-à-dire qu'on se limite, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on souhaite ne pas faire, il y a des renoncements qu'on fait, et c'est un vrai sujet dans la RSE, les achats et dans les achats responsables, renoncer à. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a été Homo sapiens a été drivé par la croissance depuis le début, et renoncer à prendre un marché, renoncer à travailler avec un client, c'est souvent moins confortable que d'accepter de travailler avec le client. Voilà. Mais nous, on le fait parce que ça fait partie de nos objectifs statutaires, et c'est partie de mes valeurs, en fait. Je ne pense pas à la croissance infinie, et puis voilà, dans une planète finie, ça c'est Jean Covici qui le dit, la croissance infinie, ça ne fonctionne pas. Donc autant moi je pense qu'on a une activité vertueuse de conseil en achat responsable, donc en fait on pourrait croître indéfiniment, mais pourquoi en fait? C'est le pourquoi qu'il faut se poser comme question. Ouais, complètement. Mais du coup, ça me vient un petit peu à citer quels sont les piliers clés des achats responsables que tu cites aussi dans le livre. Il y en a 4. Ouais. Est-ce que tu peux les expliquer un peu? Oui, tout à fait. La première chose, c'est qu'un acheteur responsable, ça c'est une phrase que m'a dite une de mes clientes.
Elle m'a dit, j'ai adoré quand vous avez formé, que vous disiez que les acheteurs doivent arrêter de challenger les fournisseurs et doivent challenger les clients internes. Le service achat est au service, doit satisfaire la demande interne. Et nous, notre raison d'être, elle est là. Hein. Service achat, il doit satisfaire notre première raison d'être. Elle est là. Donc la première chose, c'est challenger le besoin. Et on parle dans les bouquins de cahier des charges fonctionnels, de définition du besoin fonctionnel, c'est-à-dire quelle fonction doit avoir l'achat que tu me demandes de faire. Mais la réalité du besoin fonctionnel défini par sa fonction, enfin de façon complète, dans les entreprises, c'est très peu répandu. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent au service achat, tu m'achètes ça et tu vas négocier. Ce qui a le don de m'énerver parce que ça réduit la fonction achat, la fonction de négociation. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que tu as commencé par ça, parce que tu as raison, parce que les achats, j'ai ça reconnu par ça. Mais la fonction achat ne peut absolument pas être réduite à la fonction de négociation. C'est une de nos activités. Donc la première chose, c'est définir le besoin avec l'utilisateur de façon la plus fonctionnelle possible, de façon à ce que l'acheteur, quand il fait la deuxième phase des achats, c'est-à-dire le sourcing, quand il cherche le produit qui correspond à la fonction qui a été définie par le donneur d'ordre, et qui cherche le fournisseur qui va pouvoir répondre à ce produit, demande de produit ou demande de service, si on l'enferme avec une description très particulière du produit, il va jamais pouvoir trouver ce mouton à 5 pattes qui sera responsable dans le budget, etc. Donc, premier travail de l'acheteur, c'est être le plus en amont possible, de façon à ce qu'il ne soit pas bloqué par un cahier des charges descriptif, aussi bien d'un produit que d'un service, qui fait qu'il n'a plus de choix et qu'il est obligé d'aller acheter chez X, Y, Z. D'où l'importance d'être dans de la co-construction Oui. en amont. Et c'est vrai, quand on fait du market, enfin, moi j'ai du mal à concevoir une offre, un service ou un produit sans être dans la co-construction avec les clients finaux. Ouais. Mais au final, on devrait être aussi sur la phase amont en intégrant l'acheteur dans l'entreprise en fonction de la taille dans laquelle l'organisation est, et de pouvoir se dire dans quelle mesure c'est possible, réalisable, où il va y avoir des points bloquants que, en tant que marketeur, on n'a pas en tête, et que l'acheteur aura plus naturellement parce qu'il sait ce qui va se passer dans sa phase de recherche, comme tu dis. Parce qu'il va peut-être te dire ça n'existe pas. Il va peut-être te dire ça n'existe pas, ou si ça existe, mais il y a 2 fabricants mondiaux, et ces 2 fabricants mondiaux, ils sont à un tel endroit, donc nécessairement pour que ça vienne physiquement de l'usine, eh bien il va falloir 6 semaines de bateau, 2 semaines de camion, un dédouanement, etc. Donc dans ce cas-là, ton produit ne sera pas sur le marché 3 semaines après. Oui, donc repenser potentiellement cette phase soit d'éco-conception, d'innovation, voilà. Cette phase de R&D qu'il peut y avoir sur la réalisation d'un produit en tant que tel. Et la même chose pour un service, il n'y a peut-être pas la compétence. Donc s'il n'y a pas la compétence, le service, tu auras beau vendre ce service et tu ne pourras pas satisfaire ton client final parce que la compétence, ton acheteur ne pourra pas te la trouver parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle est en forte pénurie, parce que ça n'existe pas, parce que c'est pas formé. Les gens n'ont pas été formés. Donc, première chose, le besoin. Deuxième chose, le sourcing, qui est vraiment le métier de l'acheteur. Un bon acheteur, c'est un acheteur qui connaît son marché, qui sait jusqu'où peut aller son marché, qui sait que son marché qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou pas beaucoup de fournisseurs, que ceux-ci sont responsables, pas responsables. Selon les métiers, tu as des gens qui sont plus ou moins engagés, en fait. Selon la réglementation, par la réglementation qu'il y a derrière, tu as des gens qui sont plus ou moins, des secteurs qui sont plus ou moins avancés. Donc ça, l'acheteur, il le sait. Et puis, une fois que tu as tes fournisseurs qui sont responsables, tu as la relation durable. Alors, tu as sourcé le fournisseur le plus responsable, tu as défini, tu as proposé à ton service achat, grâce au cahier des charges fonctionnel, le produit le plus responsable que tu avais disponible, soit sur l'étagère, soit à fabriquer en collaboration avec le fournisseur responsable. Et derrière, il y a une relation à avoir qui doit être elle-même responsable. Quand on va
faire ses courses, qu'on achète une prestation de service ou qu'on achète un produit. Euh, Sauf quand on achète un gros produit comme une maison ou un truc comme ça, on paye les choses comptant en fait. Pourquoi en France, on a cette manie de jouer avec les délais de paiement des fournisseurs? Pourquoi? Moi, je suis petite société à mission, je te l'ai dit, j'ai quand même des gros clients qui sont bien plus gros que moi, qui mettent 6 mois à me payer. Une presta qui est réalisée. Donc ça veut dire que j'allais réaliser, c'est-à-dire que j'ai passé du temps à la faire, j'ai fait un livrable. Pourquoi ne suis-je pas payé? Je demande pas de payer comptant, parce que les process font que c'est pas possible dans beaucoup de grosses boîtes, mais je demanderai de payer au moins à l'échéance de ma facture. Donc la relation fournisseur, elle passe déjà par je paye mon fournisseur à l'heure. Il a fait le boulot, eh bien il est payé. Et ça, parfois, ça nécessite un certain process. Ouais, Moi, je le vois quand j'accompagne des clients sur l'axe RSE et pas avec ma ouais. casquette Marketcom, hein. Mm. Mais je le vois sur les achats responsables, c'est un des points des fois bloquants, mais finalement qui peut se débloquer assez facilement quand on redécoupe le process et qu'on se dit, OK, il y a un point de blocage à un moment donné de validation interne d'une facture, de suivi du DAF qui n'a pas donné son go final pour la compta, etc. Ça peut être un vrai casse-tête. Voilà, Hein. il y a toujours un petit côté humain qui bloque à un moment donné, et Ouais. pas forcément une volonté, Non. j'irais, très financière, de se dire j'ai besoin de garder la trésor et donc je paye beaucoup plus tard, quoi. Bon, il y a des process qui sont faits pour. Il y a des process qui sont clairement faits. Moi, j'ai vu des entreprises où des process étaient clairement faits pour pas payer le fournisseur à l'heure. C'est-à-dire qu'ils payaient qu'une fois par semaine et on prenait les paiements des fournisseurs, on payait qu'une fois le mercredi et on prenait les paiements des fournisseurs jusqu'au vendredi d'avant. Donc déjà t'as en général 4 jours calendaires de retard. Voilà, 4 jours calendaires multipliés par des millions et des millions d'euros, ça commence à faire de la trésor. Bon, il y a ça. Je trouve que c'est un peu petit, c'est un peu dommage, mais ça existe. Je l'ai vu dans des entreprises. Et après, ce que tu disais, le problème, c'est que autant la chaîne d'appro est mondialisée, mais souvent la chaîne de paiement, elle est mondialisée. C'est-à-dire que tu as une commande qui est passée à un endroit, un donneur d'ordre qui est à un autre endroit, tu as la livraison qui se fait à un troisième endroit, tu as le contrôle de la facture qui se fait à un quatrième endroit et le déclenchement du paiement qui se fait à un cinquième endroit. Des fois avec des décalages horaires. Des fois des décalages horaires. Donc ça veut dire que pour réunir tous ces gens-là, quand il y a un problème sur une facture, déjà il va falloir tomber sur le créneau entre l'Amérique et l'Asie, sur une créneau qui tombe bien. On y arrive, hein. Moi je travaillais dans un groupe, c'était comme ça, on arrivait à se réunir. Les Américains se levaient tôt et les Chinois se couchaient tard. Ok, ça on y arrive. Mais du coup, il y a beaucoup d'intervenants qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs et ça complexifie les choses. Et ce que tu disais est vrai pour beaucoup de sociétés où il suffit de découper le process et de voir qui bloque. Mais il y a beaucoup de sociétés sur lesquelles on peut passer des jours et des jours et des mois à essayer de trouver une solution pour payer ses fournisseurs à l'heure. Et c'est des très gros irritants. Et c'est vrai que quand j'étais du côté des acheteurs, j'en avais pas autant conscience que maintenant que je suis du côté des prestataires fournisseurs. Et il y a une charte qui a été mise en place en 2009, qui est la charte relations fournisseurs et achats responsables, mise en place par la médiation, qui dépend du ministère de l'économie et des finances, et en collaboration avec le Conseil national des achats, qui est l'association de référence des acheteurs en France. Et le premier point de cette charte, qui, on en parlera peut-être après, qui doit être signé à mon avis par un maximum de gens, c'est équité financière. Et dans ce premier point d'équité financière, c'est respect des conditions de paiement et de la loi de modernisation de l'économie. Donc Et ça, c'est vraiment majeur. L'économie fonctionne mieux quand tout le monde paye ses fournisseurs à l'heure. Et la relation fournisseur-client, elle est bonne au-delà de l'humain qui peut bien s'entendre, etc. Et au-delà des projets qui sont réussis, quand le paiement, qui arrive souvent en fin de projet, est réalisé à l'heure. Et tu m'aurais posé la même question il y a 10 ans quand j'étais du côté des directeurs des achats, je t'aurais pas tenu ce discours-là. Mais là, je vois trop de choses où ça dévie chez mes clients ou pas chez mes clients. Alors quand on est sur des entreprises privées, ça peut s'entendre. Après, quand on passe avec l'univers public, les délais de paiement, c'est un peu plus compliqué.
Oui et non, oui et non. Tu as de plus en plus de process électroniques qui font que tu rentres ta facture dans Chorus, par exemple, avec un délai. Chorus va rappeler à l'acheteur ou au financier qui fait le transfert que la facture doit être payée. Enfin, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. J'ai Euh, pas trop de statistiques sur ça, mais donc c'est là, vrai que là-dessus, tu conseilles à toute entreprise de signer cette charte, la charte fournisseur la charte, RFR. voilà, la charte relations fournisseurs et achats responsables, développée en 2009, fort de ce constat dont je viens de parler, de donneurs d'ordre qui jouaient un peu trop avec les délais de paiement, et aussi de relations déséquilibrées, avec vraiment, je réutilise le mot de donneur d'ordre qui est un peu négatif, avec vraiment la relation du gros qui commande le petit. Et entre 2009 et maintenant 2025, eh bien, la situation s'est bien retournée. Parce que les gros ont besoin des petits. Et finalement, on est toujours le petit de quelqu'un ou le gros de quelqu'un. Et l'idée, il y a 10 points dans la charte. Je ne vais pas détailler les 10 points là, ils sont cités dans le livre. Mais l'idée est de, un, rééquilibrer les relations entre les deux parties, d'avoir vraiment du gagnant-gagnant. Deux, que cette relation fournisseur, elle soit pilotée par une fonction achat professionnelle. C'est vachement important parce que quand tu as des professionnels des achats, des gens qui sont formés aux achats, il y a une excellente école d'achat en France, eh bien la relation fournisseur et le fournisseur qui est choisi et le produit qui est acheté, il y a beaucoup plus de fiabilité. Parce qu'il y a des méthodes, parce qu'il y a... Voilà, c'est tous les métiers. euh, Enfin, les métiers s'apprennent sur le tas. Certains métiers s'apprennent sur le tas, mais rien ne vaut une bonne formation pour le faire bien, hein, je crois que ce qu'on peut dire. Donc, on rééquilibre les relations, on gère la relation par des professionnels, et ensuite, elle s'appelle relation fournisseur et achat responsable parce que ça veut dire qu'il y a des exigences réglementaires et des exigences de consommateurs, on en a parlé, qui font que l'acheteur doit être responsable, c'est-à-dire acheter un produit responsable chez un fournisseur responsable lui-même. Donc, en 10 points, la charte guide l'acheteur dans les principales actions qu'il doit mettre en place pour faire des achats plus responsables. Voilà. Ok. Et alors, si je reviens un peu au métier de marketeur et de communicant, finalement, quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir, nous, dans ces départements-là, en fonction de ce que l'on a à acheter ou à produire ou à gérer, parce qu'on a un certain nombre de campagnes marketing, on va être sur de l'événementiel, sur d'un lancement de produits ou d'un lancement de services. Est-ce que tu as quelques tu vois, critères ou les questions points clés que tu dis, alors attention, quand j'ai un marketeur qui ouvre la porte du bureau, il faut que je le sensibilise sur tel ou tel point. En fait, le marketeur, dans la question que tu poses, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler l'acheteur de produits et de services marketing. Donc l'acheteur de produits et services marketing, il doit faire attention, euh, même chose, à quelle est la fonction de ce on me demande d'acheter. Quelle est la fonction de ce qu'on me demande d'acheter quand on vous dit achetez-moi des cadeaux pour remercier les clients. On peut vous dire achète-moi un goodies, on peut vous dire achète-moi un cadeau responsable qui remercie le client. Dans ce cas-là, on ne va pas acheter du tout la même chose. Un goodies, on va chercher un stylo, une gourde, un machin comme ça. Un cadeau qui permet de remercier un client, on va peut-être dire ah ben, on achète le livre de Sabine Jean Dubourg sur les achats responsables. Voilà, pourquoi pas. Et en fait, la façon dont on va présenter la demande à son fournisseur, à son prestataire, fait qu'on va pas avoir le même retour, la même réponse. Ensuite, quand on a plusieurs choix, quand on a décidé d'acheter un produit X, Y, Z, eh bien, l'acheteur de produits marketing doit se poser la question, est-ce qu'il existe un label robuste qui permet que je prenne plutôt, enfin que quand je prends plutôt ce produit labellisé que cet autre produit labellisé, ça on en parle dans le livre des labels, eh bien, je sois plus assurée que le produit a été conçu de façon responsable ou pas. Tu me disais avant que tu voulais, tu connaissais pas le label Cradle to Cradle. Je pense que c'est le moment d'en parler.
En fait, c'est un label extrêmement exigeant qui met en avant les principes de circularité, cradle to cradle, et non pas cradle to grave, c'est-à-dire cradle to grave, le produit il naît et le produit il meurt, et on n'en fait rien. L'idée de ce label, c'est d'être comme dans la nature, c'est-à-dire qu'en fait, rien ne se perd, tout se transforme Ça, c'est vieux, ça. Hein. en harmonie. Mais oui, beaucoup de choses ont été un peu oubliées par nos sociétés industrielles ou d'abondance. On a eu l'impression que il suffisait de creuser un trou pour que le pétrole jaillisse et que derrière, ça allait jaillir tout le temps. Et c'est vrai que ça jaillit quand même depuis de nombreuses années. Et on s'est jamais rendu compte qu'à un moment, Potentiellement, ça peut s'arrêter. ça peut s'arrêter. Donc voilà, donc ton marketeur, il va essayer d'avoir un label robuste. Et derrière, le produit, idéalement, il faut qu'il achète chez un fournisseur qui lui-même est labellisé ou est robuste ou a une démarche RSE construite, démontrée, explicitée, etc. Et tu disais, voilà, quand il achète de l'événement, là c'est pareil, il y a des labels pour des événements responsables qu'on peut utiliser. Et pour acheter responsable, il faut identifier d'abord par famille d'achat, y compris pour les familles marketing, quels sont les impacts. En fait, on n'a pas le même impact quand on va acheter une voiture de fonction que quand on va acheter un événement marketing. C'est pas du tout les mêmes impacts. Donc, il faut avoir d'abord, première démarche, identifier les impacts de ce qu'on achète pour essayer de travailler sur la diminution des impacts de la fameuse catégorie. On en parle de ça aussi. Tout, voilà. Selon la catégorie d'achat, les enjeux sont vraiment différents. Alors, c'est vrai que moi, j'ai dans mes clients que j'accompagne sur l'axe plutôt RSE, tu parlais de labels ou de certification ou de démarches, en tout cas, qui valorisent. Souvent, c'est EcoVadis qui est cité parce que dans les appels d'offres, on demande une certaine note d'EcoVadis. Qu'est-ce que tu penses de... Alors, EcoVadis, moi, je le mets pas dans les labels. Pour moi, c'est pas un label, c'est une agence, pour moi, de notation extra-financière. Alors, EcoVadis a des avantages. Je crois qu'il faut qu'on le dise, c'est-à-dire qu'il note les entreprises dans le même secteur, dans la même taille, sur les mêmes critères. C'est-à-dire que c'est les mêmes questions qui vont être posées à 2 cabinets de conseil en achat responsable en France. Ça va être les mêmes questions. Donc déjà, ça a un avantage. Deuxième chose, il permet que l'entreprise se positionne. Une fois qu'elle a sa note, elle sait où est-ce qu'elle est positionnée. Est-ce qu'elle est positionnée dans les gens qui sont plutôt engagés et bien notés EcoVadis, ou est-ce qu'elle est positionnée dans le milieu, ou est-ce qu'elle est positionnée dans les gens qui sont plutôt mal notés. Donc ça crée une certaine émulation. Avec une forte marge de progression. Ça crée une certaine émulation. Derrière, EcoVadis se cale sur la réglementation. Donc ça veut dire qu'il met les exigences au niveau de la réglementation. Donc ça, c'est bien aussi. Donc ça met à jour. Donc ça veut dire que plus ça va, si vous faites rien, donc ça va pour tes clients que tu accompagnes en RSE, si vous faites rien, votre note EcoVadis, elle va se dégrader d'année en année. Ce qui est logique. Parce que le principe de la RSE, c'est un principe de... Première chose, on respecte la réglementation en vigueur. Première. Ensuite, on respecte les bonnes pratiques au niveau international, etc., quand il n'y a pas de réglementation. Et ensuite, on progresse. On a une démarche de progression, d'amélioration continue. C'est le principe de la norme ISO 26000. Ça fait partie des principes de la norme ISO 26000. Donc, EcoVadis suit ça. Donc, adapté à la taille, adapté au secteur, amélioration continue, respect de la réglementation. Ça, c'est les 4 points. L'inconvénient, c'est que c'est complexe. C'est complexe, spécialement pour une PME, mais c'est complexe. Ça manque aussi. Un peu de transparence sur oui, j'allais le dire. Sur le choix des questions qui peuvent être, ou des critères qui peuvent être renouvelés chaque année sans forcément informer les entreprises. Quand tu remplis un questionnaire EcoVadis, on te dit pas par rapport à d'autres questionnaires, si tu fais ça, tu auras tant de points, si tu fais ça, tu auras tant de points, etc. Tu réponds et t'espères que tu tapes dedans. Il y a des tutos, il y a des choses comme ça, mais je trouve que c'est pas du tout accessible. Il faut qu'ils retravaillent vraiment l'accessibilité à comment répondre à un questionnaire, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses très bien et qui ont des sales notes sur EcoVadis.
et c'est pas nécessairement le reflet de leur stratégie RSE efficace. Donc ça, c'est l'inconvénient. Après, deuxième inconvénient, c'est que c'est quand même payant et cher. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'intelligence artificielle derrière, donc il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Donc, c'est un vrai budget. Après, il y a d'autres. On n'est pas obligé de demander à ses fournisseurs de se noter sur EcoVadis pour avoir une démarche de notation sur des sujets extra-financiers comparable d'un fournisseur à l'autre et robuste. Le mouvement Impact France a développé l'Impact Score. Moi, j'aime beaucoup l'Impact Score parce que vous avez des questions qui sont adaptées à la taille de l'entreprise, pas au secteur, mais à la taille de l'entreprise. On vous explique pourquoi on vous pose telle question. C'est français, mais on vous explique pourquoi on vous pose telle question, pourquoi c'est bien de faire telle et telle chose. Si vous êtes par exemple, pour tout ce qui est handicap, si vous êtes par exemple à 6% de masse salariale, salarié handicapé, vous n'aurez pas une bonne note sur l'Impact Score, vous n'aurez pas de mauvaise note non plus, mais on vous explique que l'idéal, c'est d'être plus que la réglementation. Donc, je trouve que c'est très bien. Ça, c'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont plutôt en dessous. Oui, bien sûr. Mais déjà au 6%. Mais quand tu réfléchis, c'est oui, une réglementation qui est ancienne. Ouais. Et c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation ancienne qui n'a jamais été remise en cause, sur lesquelles les entreprises sont toujours pas bonnes, en fait? Donc, je trouve normal que l'Impact Score ne valorise pas ceux qui sont à 2-3%. Il valorise ceux qui sont au-dessus de 6%. Donc ça, après, faut que l'entreprise qui est prospect soit capable de dire EcoVadis non, mais moi je suis autre chose. Donc c'est un risque à prendre que l'acheteur qui est dans chez le client ou chez le prospect potentiel puisse se dire moi ce que je veux c'est avoir une ligne en face avec EcoVadis et une note et non pas et non pas aller chercher autre chose et une note. Alors moi ce que je dis à l'acheteur responsable de plus en plus, vous êtes conscient des difficultés qu'il y a à trouver des fournisseurs et trouver des bons fournisseurs. Si vous avez un bon fournisseur, ne le sortez pas du panel sous prétexte qu'il ne veut pas remplir EcoVadis. Trouvez un moyen pour savoir quel est le niveau de maturité RSE de votre fournisseur. Trouvez un moyen pour le noter sur la performance extra-financière qui convient à tout le monde. Et l'acheteur responsable, c'est l'acheteur qui va s'adapter aussi à son fournisseur, à sa maturité, à ses moyens. Moi, je serais très embêtée, vu tout ce que je fais en tant que société à mission, déjà, qu'on me demande un EcoVadis. Parce que ça serait quelque chose qui serait pour moi uniquement un coût en fait, parce que je suis déjà société à mission, je fais déjà un reporting extra-financier, je le fais auditer par un OTI, et derrière j'ai fait mon Impact Score que je vais publier en 2025. Donc oui, là ça ferait beaucoup. Il y a un moment, je veux dire, on est une PME, donc il y a un moment, il faut que l'acheteur qui est en face de moi, même si sa procédure demande que tous les panels de fournisseurs fassent EcoVadis, à un moment, l'acheteur doit prendre aussi des responsabilités d'être non respectueux de la procédure au pied de la lettre. Mais il explique pourquoi, en fait. Et toute la finesse d'un acheteur responsable, c'est un acheteur qui est capable de prendre un risque par rapport au process d'entreprise, si le process de l'entreprise n'est pas responsable vis-à-vis de son fournisseur. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est un bel enjeu, ça. C'est un bel enjeu. Est-ce que tu veux qu'on termine là-dessus avant de passer à mes questions communes, ou est-ce qu'il y a un autre point que tu aimerais aborder sur les achats responsables et qu'on n'a pas encore abordé? C'est une histoire d'hommes et de femmes, en fait. Et au-delà des outils, qui sont quand même de plus en plus complexes, hein, il va falloir que l'acheteur soit capable de lire une analyse de cycle de vie produit, et de la comparer par rapport à une autre analyse de cycle de vie produit, alors que l'acheteur soit capable de lire un bilan carbone d'un fournisseur A et le comparer par rapport au fournisseur B. Donc l'acheteur, ça demande à ce que... Déjà, c'est un métier complexe, parce qu'il fallait savoir comment étaient fabriqués les produits, comment étaient fabriqués les services pour la décomposition des coûts et avoir le juste prix avec les prestataires, les fournisseurs. Là, en plus, il rajoute une complaisance extra-financière avec des données complexes. Donc, et en plus, il rajoute
des choses un peu subjectives quand on fait une cartographie des risques et qu'on est obligé de faire des estimations de gravité, d'occurrence du risque, de gravité du risque, de maîtrise du risque. Il y a des choses qu'on fait au doigt mouillé en objectif par le nombre de personnes qu'on interroge, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait au doigt mouillé quand on fait des analyses de risque. Et donc c'est quand même un mindset un peu différent de l'acheteur traditionnel qui est quand même très cartésien, qui va demander son process au fournisseur pour le produit ou le service, qui va en déduire une décomposition de prix, qui derrière va pouvoir négocier, qui derrière va pouvoir faire une économie, qui va reporter sur un fichier Excel de saving et qui va se voir sur un budget. C'est un peu réducteur, mais c'est quand même beaucoup ça. Et là, il va falloir qu'il intègre l'extra-financier, il va falloir qu'il intègre l'extra-financier dans son choix de fournisseur, dans son choix de produit, et il va falloir aussi qu'il prenne des décisions par rapport à des risques potentiels. À CSRD, on parle de risques potentiels. Et donc, c'est compliqué de se mettre dans une position « et si ?» Et si je fais ça, voilà. Et en plus, on met dans une position long terme. Parce que quand on pense en une stratégie d'achat, qui est une stratégie d'achat en accord avec la stratégie climat de l'entreprise, il ne faut pas penser à 2025, hein. Il faut penser à 2030. C'est ça. Le climat, c'est pas le temps qu'il va faire demain. Mmh. C'est quel est le niveau de précipitation qu'il va y avoir sur cette exploitation agricole dans laquelle je récolte des oranges pour mon produit. Est-ce que du coup les oranges vont continuer, les orangers vont continuer à pousser dans cet endroit parce qu'il y aura beaucoup trop de précipitations? Est-ce que mon usine qui est située au bord de l'eau parce que c'est une papeterie et qui a besoin d'eau pour le process, est-ce qu'il n'y aura pas des crues 150 jours par an et du coup il va falloir que l'usine se déplace ou se mette à un endroit, enfin mettre les machines, je sais pas comment, plus en hauteur, voilà, et tout. Tout ça, c'est l'acheteur qui doit l'évaluer maintenant parce que le jour où il va avoir à changer de fournisseur, ça va pas se faire sans un claquement de doigts. Donc c'est le et si il se passait ça, qui est anxiogène pour l'acheteur, 2 qui est complexe à anticiper parce que c'est vraiment du long terme, et 3 qui des fois est pas sûr et certain. Je ne peux pas te dire de façon sûre s'il y aura 100 jours de crue en Gironde, il y a risque de crue aujourd'hui, 100 jours de crue en Gironde en 2050 ou 150 ou 300, ou on a une fourchette. Les scientifiques te donnent une fourchette. Mais alors c'est là où l'ADEME, il peut y avoir aussi un certain nombre de données qui sont fournies et qui sont de plus en plus conséquentes. Donc ça c'est plutôt... Tu souris parce que oui, du coup c'est Sylvain Warzerman qui est le président de l'ADEME qui a fait la préface de ton livre. On en a parlé en amont. Moi je vois beaucoup à l'ADEME. Je vois beaucoup à l'ADEME parce que c'est l'ADEME qui m'a mis le pied à l'étrier des achats responsables en 2009. Et du coup, je rends à l'ADEME beaucoup, puisque je fais partie d'une commission régionale des aides, dans lesquelles on est on est quelques experts à regarder des dossiers de demande d'aide sur les différents sujets que traite l'ADEME, des dossiers au-dessus de 200 000 euros. Donc on voit des gros projets, des projets plutôt long terme. Hein, quand on décide de donner de l'argent à une entreprise du Sud-Ouest qui va détricoter ton pull, ton jean pour en faire un isolant plus écologique, eh bien c'est un pari qu'on fait. Parce que l'entreprise, elle va acheter la machine, mais elle a quelques promesses contrat client. Oui, mais elle n'a pas de quoi faire tourner la machine tous les jours. Et on fait le pari avec l'argent des Français qu'il y a une tendance et que on est là pour les aider parce que sans l'ADEME, ils n'investiraient pas dans cette machine. Et moi, je suis très fière de voir que cette entreprise, elle existe toujours et elle fournit un marché qui est là maintenant de l'isolant beaucoup plus écologique. Donc voilà. Donc je dois beaucoup à l'ADEME et je donne beaucoup à l'ADEME. Comment ? C'est plein de belles histoires. Ouais. Et ça, c'est dans l'épisode 28 où on peut écouter Sylvain. Ouais, exactement. Sylvain Warzerman, ouais. C'est ça. Ouais. Écoute, merci pour ce point important d'hommes et de femmes aussi. C'est toujours l'humain qui fait la différence ou qui fait la force d'une entreprise et non pas juste que ses produits et ses services. C'est forcément toutes les intelligences collectives et les co-constructions, que ce soit en interne ou en externe. Et donc ça, c'est important. Je passe à mes questions communes. Passe à des questions communes. Allez, on y va. Alors, tu le sais, mon podcast se nomme Marqueur, puisque le marketing durable, pour moi, j'en suis convaincue, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Mais toi, tu vas me dire, mais non, ce sont les achats responsables
responsables qui sont le marqueur de la bonne santé des entreprises. Mais voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ce nom-là et si ça t'inspirait. Si, on est d'accord parce que de toute façon, tu es toujours le client de quelqu'un ou le fournisseur de quelqu'un. Donc, tu as besoin de tes clients internes et le marketing est un des départements comme un autre. Mais bien sûr, en interne, nous, on a travaillé pour le marketing toujours quand j'étais directeur des achats et on a mis en place notre stratégie d'achat responsable en 2009 dans l'entreprise dans laquelle j'étais et on a pu la mettre en place parce que le marketing a pu la valoriser. Tu as beau faire plein de choses en achat responsable, si tu ne le fais pas savoir, ce n'est pas créateur de valeur. Et donc, on était parti à l'époque d'un produit qui se vendait moins cher, donc diminution des volumes de vente, diminution du prix de vente. Et grâce à une démarche en collaboration marketing, vente et achat, on a réussi à faire un produit éco-conçu qu'on a vendu plus et plus cher parce qu'il y avait une valeur supplémentaire pour le client final. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire de travailler à trois, les ventes, les gens qui sont sur le terrain, le marketing, tous ceux qui conçoivent la communication et tout le mix, le marketing mix, et nous, les acheteurs qui sommes capables de mettre à disposition des produits, de pouvoir faire ça comme ça. Merci. Est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager ? Alors moi, je suis évidemment, à force de lire des choses tous les jours, je suis de plus en plus consciente de ce qu'il faut faire au niveau privé. Donc là, on sort des fêtes, on a tous un peu, on a vu nos familles, on a passé du moment, on a aussi beaucoup mangé. La génération d'au-dessus, mes parents, mes beaux-parents, enfin voilà, à chaque fois, il faut manger du chapon, de la viande, etc. Donc, mon premier geste sur janvier, c'est zéro viande, zéro poisson pendant tout le mois de janvier, parce que pour la viande, enfin pour l'élevage, on utilise énormément de surface terrestre, beaucoup plus que pour les villes, les aéroports, les routes et les usines. Donc la totalité des surfaces utilisées pour l'agriculture est bien supérieure pour l'élevage et pour les produits pour nourrir le bétail ou le poisson sont supérieures aux surfaces urbanisées. Donc ça, quand on sait ça, on se dit que pour lutter contre le changement climatique, contre la perte de la biodiversité, il faut que chacun mange un peu moins de viande. Alors, je ne suis pas végétarienne, j'adore une bonne côte de bœuf, surtout le bœuf du sud-ouest de Bazas, mais j'essaie d'en manger vraiment beaucoup moins. Et puis après, il y a le sujet aussi mobilité, sujet mobilité qui est un vrai sujet où je fais ma part en ne possédant pas de voiture et en étant sur mon vélo le plus souvent possible ou dans les trains. Alors c'est marrant parce que j'ai m'étais dit sur cette question-là, tu vas aborder le livre sur la façon dont tu l'as aussi pensé. Oui, alors ça c'était mon éco-geste au niveau, niveau perso. Et au niveau professionnel, quand on a sorti ce livre, on a évidemment appliqué les principes qu'on décrit dans le livre sur le livre lui-même. Donc première chose, j'ai trouvé une éditrice engagée. Donc j'ai sourcé un fournisseur prestataire engagé. Deuxième chose, donc elle n'écrit que aux éditions Contenta, il n'y a que des livres engagés. Il y a un livre sur le numérique responsable, sur l'économie circulaire, sur l'entreprise responsable et rentable. Ça, c'est les trois dont je me rappelle. Elle a sorti pas mal, mais bon, voilà. Deuxième chose, on s'est dit que notre livre, il devait être éco-conçu. Donc, éco-conçu, ça veut dire que les encres sont des encres qui ont moins d'impact, qui ont le moins d'impact possible. La police, tu le sais quand tu développes des sites internet avec tes clients dans le numérique, dans le digital, la police n'est pas grasse, donc elle nécessite moins d'encre. Tu verras, enfin tu l'as vu parce que tu l'as lu, il y a plein de pages qui sont en noir et blanc, donc on a mis juste les dessins en couleur, parce que les dessins en noir et blanc ça donnait pas grand chose, on a juste mis le dessin en couleur, mais les pages de texte sont en noir et blanc. Le papier, il n'y a pas d'aplat couleur, il n'y a pas complet. La couverture est relativement fine, le plus fine possible. Elle doit protéger le livre, mais pas plus. Il n'y a pas de revêtement plastique, de pelliculage sur le papier, sur la couverture. Et c'est imprimé à la demande. Donc vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Vous ne l'aurez pas en 24 heures.
mais vous l'aurez. Et il sera imprimé à la demande, et c'est comme ça que vous aurez un produit responsable. Super, mais j'adore cette philosophie-là qui devrait être dans notre pensée de produit davantage par rapport à cette notion de ce que j'ai en acquis, de ce que j'ai acheté réellement, de ce que j'ai en propriété ou juste en usage. Nous, on est quand même une société. Enfin, on est des enfants de parents qui sont nés dans les 30 Glorieuses, où tout était facile, où la croissance à tout prix, où les gens consommaient comme ils voulaient, hein. Les salaires augmentaient, donc les gens achetaient plus, et il fallait avoir 2 voitures, un pavillon à la campagne, une maison secondaire pour ceux qui pouvaient se le permettre, des vacances à droite à gauche, etc. La future société, enfin la société que j'espère qu'on arrivera à construire, c'est une société plutôt de lien, en fait, plutôt que l'avoir, c'est le lien, en fait. Et je l'ai redit, à Noël, j'ai apprécié c'est l'être. de voir en fait ma famille, mes enfants qui sont étudiants un peu loin, mes parents qui sont encore là, voilà, et mes amis. Et c'est ça en fait finalement, les fêtes de Noël, dans la tradition, c'est une fête ensemble en fait. Ouais. Oui, mais c'est aussi pour ça que dans les cadeaux, je préfère largement tout ce qui va être expérientiel. Bien sûr. Que Bien sûr. juste matériel. Bien Tu sûr. vois, de se dire on va passer du temps ensemble. Bien sûr. Voilà, des vacances ensemble avec les différentes générations. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ces moments-là qui sont importants pour les grands-parents et pour mes filles, de pouvoir se dire on a passé du temps avec les grands-parents, on a vécu quelques moments ensemble en vacances, plus que d'avoir quelque chose de matériel. Donc ça, c'est important comme ça. Passer d'une société de biens à une société de liens. Ouais, c'est majeur, bien je pense. ça. J'aime bien ça. Est-ce que tu aurais un invité auquel tu penses pour un futur épisode? Ah oui, moi je suis fan, je vais la voir tout à l'heure d'ailleurs. Je suis fan d'une jeune femme qui est directrice de l'engagement d'un collectif d'entreprises. Je vous dis tout à l'heure, je crois que j'adorais l'industrie, je crois vraiment dans l'industrie européenne, et je crois aussi dans les savoir-faire qu'on a en France, les savoir-faire artisanaux ou industriels. Et donc ce collectif a une directrice de collectif Rivalen, a une directrice de l'engagement qui s'appelle Isabelle Folenfant, pour qui j'ai travaillé l'année dernière, qui j'ai beaucoup appris, et qui, en plus d'être une très bonne professionnelle, est humainement une très belle personne. Donc, je pense qu'elle a toute sa place dans ton podcast Marqueur. En plus, elle est plutôt du côté marketing. Hein. C'est vrai. Elle est pour le collectif, elle est directrice de l'engagement et directrice marketing et com. Ok, donc du coup, tu lui en parleras, tu vas lui J'en parle. En toucher 2 mots. J'en parle, je me demande si elle est d'accord. Bon, bah top. En tout cas, merci beaucoup, Sabine. C'était très, très chouette, inspirant. Ça donne aussi plein d'idées de comment mieux travailler en interne, comment mettre de côté toutes ces idées préconçues par rapport aux achats, comment être dans la co-construction entre les différents départements et avoir une relation plus humaine avec ses fournisseurs et sous-traitants, et le penser en amont pour être sur du long terme et une relation plus durable. Oui, et puis si on a écrit ce livre, c'est parce que il y a vraiment des techniques, et on en a parlé, et on a beaucoup parlé d'humain dans ce livre-là. On n'a pas que parlé de technique, loin de là, on a beaucoup parlé d'humain. C'est majeur. Et ça m'a bien plu aussi. C'est clair. Bah, merci beaucoup, Sabine. Un vrai plaisir. Merci, à bientôt. Yann. À très très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!